Je sais, de manière à être le maximum dans l'absorption. Un des derniers concepts que je voulais présenter, alors peut-être que faute en parler avec nous, tu sais en parler. Ça c'est un truc fondamental à mettre dans l'entreprise et puis à picousser les collaborateurs dessus. Comment je pense, moi en tant que dirigeant, comment je pense ma vie, comment je pense mes défis. Tu disais problème tout à l'heure, mon conseil, c'est de supprimer ce mot de ta tête. Pour la même situation, je te propose de considérer que c'est autant un problème qu'un défi. Et que quand tu regardes sous l'angle du défi, que tu choisis ce mot-là pour penser à ça, ça va générer autre chose comme énergie. Oui ou non? Oui ou non? Tu vas changer ici le mot, c'est une décision que tu peux prendre, que n'importe qui peut prendre. Ok, j'ai encore un problème aujourd'hui. Ou alors, waouh, j'ai un super défi encore aujourd'hui. C'est quoi la différence en termes d'émotion? Le défi, on est vraiment arrivé à avancer, quoi. Voilà. Le problème, on se dit qu'il n'y a pas de solution. La majorité, on se dit qu'il peut avoir une solution comme il ne peut ne pas avoir de solution. Mais un défi, c'est un but à atteindre. C'est différent. Quand tu as tes collaborateurs le lundi matin qui débattent sur toi en disant Chef, on a un problème, le camion ne démarre pas. D'accord, tu m'as dit quoi? Il dit c'est un vrai défi, super, débrouille-toi. Non, je mettais juste la tête dans le moteur. Tu mets la tête dans le moteur, évidemment. D'accord. Donc là, on propose une chose, c'était important parce que ça a été étudié, vérifié, revérifié, et vous le savez certainement, ne seulement, il y a deux façons de se positionner dans la vie par rapport à des choses qui sont insatisfaisantes pour soi. Deux façons. C'est directement lié à la façon de penser. D'accord? Vous allez l'expliquer après. D'accord? La première façon, c'est de penser problème, effectivement. D'accord? Et je vais chercher toutes les raisons pour lesquelles j'ai ce problème-là et j'y reste. Je suis pas satisfait de mes épouses, je suis pas satisfait de la relation avec mes enfants, je suis pas satisfait de mes collaborateurs, je suis pas satisfait de mes clients, je suis pas satisfait des résultats financiers, je suis pas satisfait, je ne sais quoi. Il y a deux façons de se positionner. La première solution, la plus confortable, mais qui peut rester désagréable longtemps, je me remets la question et je constate qu'il y a des problèmes. Voilà. Et je pleure. Et je me confie aux autres en plus. Disant, tu te rends compte, voilà, nous on a vu ça longtemps avec déjà l'entreprise, avec Gaël et François Hollande. Voilà, je ne sais pas vous comment vous l'avez vu, mais nous, à long terme, déjà l'entreprise était démoralisée parce qu'il est socialiste, qui faisait plein il distribuait de l'argent à tout le monde, et qu'il en prenait plein dans chaque entreprise, et que, tu te rends compte, on ne peut rien faire pour prendre une décision, il y a les socialistes au gouvernement. J'entendais ça tous les jours. Ok, super. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une proportion de chefs d'entreprise qui arrive à faire des réussites extraordinaires dans un gouvernement socialiste? Ça peut exister. Alors pourquoi pas toi? Pendant que je pleure, pendant ça, le concurrent prend la place. D'accord? Non mais voilà. D'accord. C'est quoi le problème? J'ai des collaborateurs qui ne sont pas à niveau. Je peux pleurer longtemps. Ouais, c'est plus la génération, c'est plus comme avant. Tous les trucs, des croyances, hein. D'accord? Je peux rester là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que j'ai la possibilité de décider. D'accord? Que systématiquement, dans 100% des cas, alors c'est un exercice au début, je me situerai là-dessus. D'accord? C'est-à-dire, en face d'un problème, ce qu'on a l'habitude d'appeler un problème, je me situe. Systématiquement, je me gère intellectuellement et émotionnellement pour rester dans le positif et dans l'aspect constructif des choses. Je prends donc la responsabilité de la situation insatisfaisante dans laquelle je suis. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière de sortir de l'ordinaire ou résoudre les défis? Je vois trop de patrons qui, je vois encore, un gars qui s'appelle Lionel, qui a une boîte de démolition à Paris, 65 collaborateurs. Je vais le rencontrer, il a fait des hautes études arts et métiers, etc. Il me dit qui vous êtes vous? Ben, j'ai dit c'est qui m'a appelé d'abord. Voilà. Et nous, on est chef d'entreprise de père en fils depuis 8 générations. Vous dites, qu'est-ce que vous pouvez m'amener? Voilà. Je dis, je vais vous poser des questions. Mais qu'est-ce que fait que je suis dans votre bureau? Il me dit, on a plein de problèmes. Les clients ne sont pas contents, on a des retours de chantier, on a une rentabilité qui est en berne, et on a du turnover. Ok. Tu dis, s'il y avait un seul défi à résoudre, ce serait lequel? Le défi, je ne suis pas sûr qu'il ait compris. Il me dit, mon problème, c'est mes collaborateurs.
Et il me dit les mots suivants, au mot près. C'est tous des petites cervelles dans des têtes de cons. Il me dit ça comme ça. Des petits cerveaux dans des têtes de cons. Le patron. Mais c'est pas la peine de faire une audit financière. Non, mais vous savez pourquoi l'entreprise est dans des problèmes. Qui considèrent ses collaborateurs comme des moins que rien. Comme des salariés qui prennent le salaire à la fin du mois, c'est tout. Voilà. C'est le motif tout ça. On a tout compris. Donc je lui dis, je vais le voir dans 2 ans. Je dis, d'accord, comment est-ce qu'il a changé ça? On va voir. Il a coulé à tout. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, il a fait la rencontre, mais dans de très mauvaises conditions. Bon, je rencontre des pas mal. Ok? Ça va sur ces concepts-là? Il est quelle heure? On va faire une pause à 10h30 avant d'attaquer. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce qui est écrit ici? Tu peux le lire? Vous êtes tout fond? Oui. On obtient rarement ce que l'on veut, on obtient ce à quoi on croit. Vos habitudes d'aujourd'hui ne vous mèneront jamais là où vous voulez aller. Le manque de résultats n'est pas le problème, c'est un résultat. Le résultat que vous obtenez est juste le produit de votre façon de penser. Vous le concevez? C'est pas évident de le concevoir. Vous pouvez imaginer que c'est la faute de plein de trucs en France. On est les plus forts consommateurs dans le soviétique. Ah ouais. Les gens sont dépressifs, ils beaucoup là-bas. Comment? On grève beaucoup, on adore rêver là-bas. On adore rêver. Rêver? En France? Oui, l'action de terre. Dans ce moment, c'est pas mal. Non, je vois. C'est Macron, il est pas du tout. C'est longtemps qu'il y a des graves. Regarde là, maintenant, partout. Il y a un tuyau. Oui, c'est des trucs. En France. En France, on s'est parlé de vacances, SNCF, ils vont être en grève, l'aéroport. Mais on verra demain avec ces machines pourquoi les gens font rêve. La vraie question du pourquoi les gens font rêve. La vraie question, quand on les aide, pourquoi on fait? Quand on les aide, pourquoi on fait rêve? Pourquoi vous arrêtez comme ça? Parce qu'on m'emmerde. Ouais, non, c'est même pas qu'ils m'emmerdent, c'est même pas de moi, c'est même pas que j'existe. D'accord? J'ai l'impression d'être rien du tout, d'être un numéro dans ces systèmes-là. D'accord? Donc, quitte à vivre un rêve, à être pas moi, j'existe pas. En fait, ben, je réclame des salaires et je rêve. Je montre que j'existe, en fait. C'est ça, hein? C'est un rêve. Comment? C'est ça, la rêve. C'est ça, le vrai fond. Quand on interviewe les gens en off, c'est ça. Ok? Je vous propose une pause. Là. D'accord? Pour moi qu'il y ait des questions. Ça va? La pause est prête? Alors, au retour, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va attaquer le modèle économique, votre modèle économique. Donc, on va traiter les supports, on va faire des post-it, des couleurs, des trucs. On va commencer à bouger un petit peu parce que j'ai quand même tendance à moi pour travailler. Elle n'est pas encore prête? Il y a des bugs, hein, aujourd'hui, entre le matériel et la pause. Ils vont arriver? Oui. Ok, il n'y a pas de questions particulières? Mais est-ce qu'il faut toujours. D'ici demain, qu'est-ce que vous voulez obtenir de la vie? Qu'est-ce que vous voulez obtenir de la vie? Qu'est-ce que vous voulez obtenir de la vie? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez une idée claire? Je vous donnerai des outils après. Pour ceux qui me le demandent, c'est votre responsabilité de me demander si vous avez besoin d'outils particuliers par rapport à tout ce qu'on dit. Je dispose de tous les outils nécessaires qui peuvent vous aider à travailler sur tel ou tel sujet. Vous êtes tous à des niveaux différents sur le développement. L'idée, c'est que vous preniez exactement ce dont vous avez besoin maintenant. D'accord? Pas plus, pas à peine. Donc, mettez des astérisques là où vous pensez que demain soir, vous aurez besoin d'aller plus en profondeur sur les sujets. D'accord? Là, pour ce que je vous montre ici, j'ai tous les outils pour vous permettre d'aller plus loin et de creuser ces 3 dimensions que je vais voir. Ça va? Moi, je sais que c'est volontaire, tu m'en verras après. Je t'ai déjà envoyé des trucs, pas mal. Pas mal. Si, oui, pas mal. Ouais, t'as déjà tout utilisé. D'accord? Pour pouvoir avoir la vie que je veux avoir, mais dans l'avoir, dans ce que je veux obtenir, c'est également une entreprise prospère, une entreprise qui tourne sans moi, c'est plein de choses, d'accord? Il faut la lister. Donc là, j'ai une liste qui vous permet d'identifier ce que vous voulez vraiment. D'accord? J'ai une liste complète. Donc vous choisissez, ensuite vous creusez, vous précisez, vous observez ça. Et bien entendu, pour arriver à avoir ce que je veux, il va falloir que je fasse des choses. Je vais me former pour être encore plus performant dans tel domaine, pour pouvoir faire. Un gros truc à l'école, c'est que les maîtresses demandent aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? D'accord? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais on ne demande pas, qu'est-ce que tu veux devenir?
toi, perso. D'accord? Je vais être pompier, etc. Je sais pas si vous avez vu sur Facebook, il y a un gamin qui a eu 0 parce que tout le monde a répondu je vais faire pompier, je veux faire le test de l'air pour les filles, et lui dit je veux être. Il a eu 0. Il n'a pas répondu à la question. Bon, être, c'est la manière dont je pense. Si je pense différemment, parce que j'ai pas encore les résultats que je veux, si je pense différemment, je vais faire les choses différemment. Je vais mener des actions différentes, oui ou non? Bien sûr. Et je vais avoir des résultats différents. D'accord? Ça, c'est le secret. Bien souvent, je vois des chefs d'entreprise, comme toi actuellement, pas un jour de vacances en 6 ans. D'accord? Ils consacrent 90% de leur énergie ici. D'accord? Et alors, c'est bienvenue aujourd'hui, et peut-être 10% ici. Il faut aussi changer la façon de penser. D'accord? C'était combien? C'est quoi le score le plus grand que je peux avoir avec cette formule-là? Illimité. Comment? Illimité. Ah oui, mais le score le plus grand que je peux avoir en utilisant cette notion de 100% de l'énergie, de l'intelligence, de tout ce que je peux mettre. Si je mets 100%, comment je vais répartir les 100% pour avoir le résultat le plus puissant ici? Comment je vais répartir les 100%? 90%. 85%. C'est combien? 8 fois 2? 16. Pour avoir le plus grand résultat, il faut combien? Il faut que ce soit réparti de quelle manière? 90. Ou 500? Non, sur 100. Oui, Randall enlève 100 et a fait 100, c'est ça? Ou la somme de l'État donne 100? Non, mais enfin, voilà, si je prends ma personne, je ne peux pas donner plus que ce que j'ai. Voilà, donc 100% de mon énergie, de mon intelligence, et tout ce que je veux, de mon engagement. Sur 100%, comment je vais répartir entre ces deux dimensions pour avoir le meilleur résultat ici? 90 et 90 et 10. Tu mets où les 90? Ah, comme ça? Non, dans la pensée. Inversement. C'était vraiment résultat. Je vois déjà mon ami qui est prof là, il travaille beaucoup sur la pensée, machin, etc. Mais il fait très peu de choses, hein. Et il n'a pas beaucoup de résultats. 50-50. C'est ça, c'est 100%. Comment? 2500. Ah oui. Voilà. Je passe autant de temps à prendre du recul, à réfléchir, à étudier ce que je suis moi perso, à faire un travail de développement personnel que je vais livrer ici. Et ça se déroule souvent. J'ai 2 cas où le patron d'entreprise a eu une attaque cardiaque, donc obligé d'être à l'hôpital, je ne bouge plus pendant plusieurs semaines, d'accord? Et comme par hasard, il vient de sa boîte, ça marche mieux quand il est là. Du coup, votre crise cardiaque, qu'est-ce que j'ai fait pendant des années? Non mais voilà, c'est assez extraordinaire. Donc les croyances qui font qu'aujourd'hui vous êtes, et que demain vous êtes encore indispensable, il va falloir les chasser de votre tête. Parce que j'ai 10 000 exemples, c'est pas vrai. D'accord? Mais ça commence déjà par l'utilisation de ces outils. Ça va ça? Ça va. Ok. Du coup, il y a plus rien qui marche. Ça, c'est un challenge pour l'animateur, t'as fait exprès, hein? Là, je peux tomber dans Joral. Non, Joral pas. Alors, juste, on va regarder ce petit élément, ce petit schéma là, qui montre un petit peu la façon de penser son travail, je veux dire. Il y a effectivement les employés au début qui vont bosser, les employés que vous avez, mais moi j'étais salarié, peut-être que vous aussi. Voilà, en fait, je vais louer mon temps et je vais me faire payer pour le travail que je vais faire. C'est une manière de penser. Je vais pas plus haut, je suis salarié, je fais toute ma vie. Et puis à un moment donné, il y a certaines franges de salariés, certains rêvent d'écrire leur indépendance et de passer à autre chose, mais souvent ils ont peur de le faire, donc ils ne le font pas, ils restent salariés. Mais il y en a qui se disent, tiens, je vais me mettre à mon compte. Parce que là, quand je me mets à mon compte, je vais chercher à gagner mon argent. Et souvent, j'en rencontre des fois, ils confondent le chiffre d'affaires et leur rémunération. Il doit y en avoir ici aussi, non? Ils confondent les deux. Puis tu as les impôts qui leur tombent dessus. Quoi, les impôts? Donc ils continuent à raisonner comme des salariés, en fait. L'étape au-dessus, c'est ça marche bien pour moi, je suis un bon artisan, il va falloir que je recrute. D'accord? Donc là, j'essaie de gagner de l'argent en gérant des personnes, des actifs, mais je suis toujours dans une logique un peu de salarié. Et je suis là et je me sens être obligé d'être là, sinon sans moi, ça ne va pas tourner.
D'accord? C'est une manière de penser, hein. Les entrepreneurs dessus, eux, ils commencent à réfléchir différemment. Eux, leur but, c'est de faire fructifier leurs bénéfices. Je dois générer du business qui doit faire du bénéfice, et ces bénéfices, je vais... à partir du moment où je pense comme ça, mon obsession devient celle-là. Je commence à devenir un entrepreneur. Et au-dessus, effectivement, à force de travail et d'expérience, je deviens un investisseur. Mais c'est un schéma, c'est une échelle. On est tous passés par une étape ou une autre. Sur quelle étape êtes-vous bloqué? Sur quelle étape suis-je bloqué? Est-ce que ça te va ou pas? C'est un choix. Mais c'est des raisonnements différents. C'est des façons de penser différentes. D'accord. Et un truc qui illustre le propos, en tous les cas, les programmes que je fais, c'est de dire aux dirigeants qui créent leur boîte, hein, ils ont trois obsessions saines à avoir en particulier, c'est assurer la rentabilité de l'affaire, rendre l'entreprise rentable, durablement rentable. D'abord, c'est quand je suis là, je ne pense pas à ça. Je me rémunère d'abord. 2, me rémunérer correctement. Et là, j'appelle ça la rémunération relative. Hein. La rémunération relative d'un dirigeant, je suis plus salarié. Du coup, ma rémunération, c'est le temps plus l'argent. C'est l'association des deux. Du temps pour moi et de l'argent. C'est 2 ressources que je veux exploiter de mon entreprise. L'entreprise que je vais organiser doit me fournir tout le temps nécessaire pour moi, pour le verre demain matin, et tout l'argent nécessaire qu'il me faut, ce qui est normal. Mais ça, c'est pas innocent, parce que du coup, le 3e élément, c'est dans l'ordre. Hein. C'est de permettre de donner le plus de valeur possible à l'entreprise. Parce qu'un jour ou l'autre, je vais être obligé de la céder. Que ce soit mes enfants ou autres, je vais la céder. Si je la cède à des personnes extérieures, mais même mes enfants, moi je vois des patrons qui cèdent et ils font payer aux enfants, ils font un BO, j'en sais rien, voilà, ils font payer au vrai prix. D'accord? Et l'entreprise a beaucoup moins de valeur quand je suis indispensable que quand je ne suis plus. Oui, non? D'accord? Si mon patron, quand il a vu le 100 boîtes en 2006, il a vendu 25 000 €, il a payé le chèque, il est parti. Il a trouvé 100. Il est arrivé avec le dit. Ah, et il est reparti. Thierry, c'est moi, c'était bouffe. Salut. La majorité des patrons, ils sont obligés de rester 6, 7 mois, 8 mois. 1 an, c'est toujours l'enfer parce qu'ils ont lâché leur bébé et c'est d'autres qui pilotent leur presse. C'est pas possible. Et la valeur est souvent bien. Donc ces 3 éléments-là doivent être un fil conducteur dans la façon de penser l'entreprise. La rentabilité durable, la rémunération des dirigeants, relative, et la valeur de l'entreprise. L'idée, c'est que ça va prendre de plus en plus de place ici pour libérer la valeur ici à la fin. Sur les émotions coach, sur le comité 1600, qui a 25 ans d'ancienneté, on s'est aperçu qu'à partir du moment où un patron décidait de faire en sorte que sa boîte fonctionne sans lui, la moyenne est de 7 ans pour y arriver, constatée dans le monde entier. J'ai vu des patrons qui arrivaient en 2, d'autres 3 ans. Le meilleur, c'est 6 mois. 6 mois. Bon, il avait 500 collaborateurs, une boîte de ménage de propreté à Paris. Le patron qui avait créé ça 14 ans avant, Daniel, il est venu me voir un jour dans un réseau networking. Il avait le coude sur le front, là, le coude de sang séché. Il ressemblait à rien. Il était fatigué. Il me dit j'en peux plus. C'était vendredi. Venez me voir lundi. Il me dit j'ai pris peur parce que je me suis levé de mon bureau, je me suis vu faire avant-hier. Je me suis levé et je me suis vu me taper la tête contre les murs. Il s'est tapé tout seul la tête contre les murs. Il en pouvait plus. Sa femme menaçait de partir, ses 2 garçons ne parlaient plus. C'est une nouvelle boîte, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 collaborateurs, voilà. Lui, il est arrivé en 6 mois. Voilà, je suis bloqué ce qu'il n'avait pas. Il n'avait pas l'autorisation de son père qui avait créé la boîte, d'accord, de se reposer et de vivre une belle vie. En 6 mois, il a tout basculé. Il a juste recruté un directeur général. Aujourd'hui, il est dans ses vignes, il a mis en place des vignes, il est devenu viticulteur. Il a 56 ans, il était prêt, hein. Il fallait juste débloquer ce qu'il n'avait pas là. Après, quelques outils, des trucs comme ça. Voilà. S'il n'avait pas fait ce travail-là, je ne parle pas de moi, là. Je parle du fait qu'il a fait la démarche de devenir quelqu'un pour l'aider, à le pousser un petit peu. Bah, il divorçait, il finissait avec une autre couple, il avait de l'argent, mais il a dit. Ok. Donc, comment on arrive à ça?
Je vous montre juste et après on va faire l'exercice ensemble. Ça c'est le schéma qui permet d'y arriver, ça fait partie des programmes, c'est le fil conducteur qui nous permet de construire une entreprise solide, d'accord, qui repose sur un socle, sur des fondations solides, d'accord. 4 piliers aussi, on parlait de maîtrise du temps ce matin. Le temps, c'est quoi le temps? Je propose de considérer que c'est une ressource. On appelle le thermostat. Vous voyez, si on a mis la clim qui réglait je ne sais pas combien, 17 par exemple, ou 18. Là, on a un thermostat dans la tête, sur les sujets financiers, mais c'est vrai aussi sur les sujets d'âme, plein de choses. On a un thermostat dans la tête, aussi émotionnel. D'accord, il y a un thermostat, si j'ouvre les fenêtres là, qui fait, je ne sais pas, 29 degrés dehors, le thermostat va faire quoi? Il va déclencher le système de clim pour souffler du froid, pour faire en sorte que ça redescende à 27. D'accord? Et si de coup il fait moins 40, le thermostat va déclencher le chauffage pour que ça remonte à 17. Mais l'objectif du thermostat, c'est que ça reste stable. D'accord? Par rapport à la notion d'argent, je le vois assez souvent, on a tous un thermostat qui est placé à un certain niveau. D'accord? Qui fait que, dans ma thermostat d'en avoir beaucoup, je suis diamant thermostat pour en manquer jamais. Donc j'ai jamais manqué d'argent. Mais je ne suis pas réglé pour en avoir plus que ça. Voilà. C'est mon réglage à moi. D'accord? Vous pouvez le changer. Et un jour, j'ai fait un travail sur la notion d'argent. La personne qui était là pour me faire travailler sur la notion d'argent, elle m'a donné une croyance supplémentaire, et on a tous en choc, toutes ces croyances, en disant que c'était bien d'utiliser aussi le crédit. Moi, j'étais dans un thermostat d'autofinancement permanent. Je me suis toujours autofinancé sur tout. Et je ne faisais pas appel aux banques. Et donc, elle m'a dit, de cette croyance, en disant c'est bien de vivre avec du crédit. Voilà. Et du coup, ça m'a fait péter mon thermostat. Pendant 2-3 ans, je faisais des découvertes partout, je n'avais jamais eu au secours. Je suis revenu là-bas, je dis non, je te repaye, mais reprends-moi, s'il te plaît. C'est important ces notions-là, parce que c'est purement émotionnel. Et c'est toujours lié à une histoire personnelle. On a tous des choses différentes. Ok, un autre partage? Qui est-ce qu'on sert? Qui est-ce qu'on veut servir? Qu'est-ce qu'on leur offre? Comment ces clients savent qu'on existe? Comment on construit? Et comment on maintient la relation dans le temps pour assurer la fidélisation? Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? D'accord? C'est toute la partie visible. Et puis dessous, c'est tout le support qui permet d'assurer ça. À quoi on consacre notre temps à l'interne? Quelles sont les ressources clés de l'entreprise? Quels sont les partenaires super importants? Souvent, c'est très oublié ça. Les partenaires clés, super exigences à ce niveau-là. Et comment la structure de l'entreprise. L'idée, c'est qu'on soit capable de remettre tout ça en question régulièrement, parce que ça nous donne des effets de levier forts et des exemples connus. Des exemples connus comme Ikea. Ikea, ici, Benoît, pas? Non, pas encore. D'accord. Ikea, vous savez ce que c'est? Oui. C'est pas? C'est pour le mobilier. Ouais, Ikea. Il y a 27 ans, Ikea était un petit fournisseur de mobilier suédois. Bon, ils ont travaillé de cette manière-là, d'accord? Et comment ils ont une vision un peu internationale de la fourniture de leurs produits. Ils font des produits sympas, simples, mais bien. Voilà. Comment on lutte contre la concurrence? Comment on se différencie? Effectivement, en travaillant sur le monde économique, de cette manière, comme tu l'as dit, on a tous sous les yeux à un moment donné, je fais court, parce que voilà, c'était quand même une petite boîte familiale au départ. Hein. Voilà, ils se sont aperçus, en remettant en question des structures, souvent on se dit, mais comment je fais pour aller chercher mes clients, et qu'est-ce que je leur offre? Comment je fais pour aller chercher mes clients, et qu'est-ce qu'on leur offre? Ou alors, qu'est-ce que j'offre, et qui sont les clients qui sont intéressés? Souvent, la réflexion des chefs d'entreprise alterne entre ces deux pavés-là. Ikea, ils ne se sont pas posé la question comme ça. Ikea est devenu maintenant numéro 1 mondial. Aujourd'hui, ils arrosent les Chinois, c'est rare. Hein. C'est les Chinois qui arrosent partout. Eux, c'est eux qui arrosent les Chinois. Ils installent des magasins partout. Ikea, ils ont regardé la structure de coûts ici. Ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait 12% des coûts de l'entreprise qui étaient destinés à payer les gars qui faisaient le montage des meubles. Voilà. Et ils se sont dit, si on remettait ça en question, c'est pas possible, un meuble, ça se livre entier. Remettons en question jusqu'au bout la logique. Et quand si on remet ça, on économise 12%. Oui, mais comment on fait les meubles qui ne sont pas montés? C'est les clients qui vont les monter. Quels sont les clients qui seraient intéressés pour les monter? Des clients qui sont prêts à payer moins cher leur meuble. Nice, super. On va se différencier avec ça. Donc ils ont créé des cartons plats, ils ont mis l'innovation ici à un niveau qui était absolument pas envisageable. Leur offre c'était des meubles, hein, mais en fait c'est des meubles démontés. Et c'est les clients qui vont faire le boulot.
gros, ils vendent au même prix quand ils étaient montés, mais c'était tellement innovant que les clients étaient ravis. Moi, j'étais tout week-end. Mais moi, c'est pareil. Moi, j'étais tout week-end. C'est trop bien. C'est bien foutu. Hein. Ouais, Voilà. Et donc, effectivement, ils sont devenus numéro 1 mondial en changeant un truc complètement innovant. Donc, on va passer en revue. Je voulais présenter avant de déjeuner tous ces pavés-là. Et on va commencer, donc la structure est faite comme ça. Vous repartirez demain avec ça, hein, vous le sous le bras, ça sera roulé. Vous pouvez l'afficher chez vous après pour continuer à y travailler. L'idée, c'est qu'on va travailler d'abord sur les clients. Avec cette question de fond ici, qui est affichée, c'est pas à qui je veux vendre. C'est une différence fondamentale dans la façon de penser la relation. C'est qui est-ce qu'on veut aider. C'est qui est-ce qu'on veut aider. C'est pas à qui je veux vendre. C'est une différence fondamentale. C'est qui on veut aider. D'accord. Ça va nous aider tout de suite, une fois qu'on aura identifié les différents types de clients ici, d'aujourd'hui, mais peut-être ceux qui sont souhaitables demain, on va identifier ici c'est quoi que vous leur offrez en face. Qu'est-ce que ces clients qu'on a identifiés rêveraient d'avoir avec vous qu'ils n'ont pas avec d'autres. Et on va aborder un petit peu la notion de différenciation. La notion de différenciation qui pourrait plus tard associer une garantie, mais l'idée c'est que de fond, vous devez être dans une dimension, en tous les cas c'est la proposition, le plus possible, au moins sur le fond de votre offre, où il n'y a pas de négociation possible sur vos prix. Mais pour arriver à ça, il faut quoi? Pour arriver à ça, pour être dans un genre une relation entre client et offre qui soit débarrassée de la question du prix. C'est-à-dire que ce qu'on vous achète, c'est à votre prix, on ne discute même pas. On achète une Mercedes, on achète une Mercedes. C'est clair, 3%, c'est bon. Hein. Oui, non, ok. Qu'est-ce qui fait que vos offres pourraient être comme ça? Parce que c'est unique. Parce que c'est unique, il y a un côté unique, mais bon, se dit Mercedes, oui, c'est unique. Mais unique en quoi? Unique en quoi? Unique à la qualité et à... Ouais. On va essayer de trouver le point d'excellence. Aujourd'hui, je voyais une conférence la semaine dernière à Paris, là, et c'est vrai que le conférencier avait complètement raison. On disait aujourd'hui avec l'ère d'Internet, aujourd'hui aucune entreprise ne peut se permettre d'être mauvaise. Ils sont morts dans les mois qui viennent. Avec Internet, aujourd'hui, c'est dans quel métier que ce soit, les jours. Donc aucune entreprise ne peut se permettre d'être mauvaise dans la production, dans sa production. Ni même moyenne, je dirais. Et ça va aller de plus en plus vite. Donc, résultat des courses, tous les prestataires, tous vos concurrents sont bons. C'est pas que ce sont passés déjà, ça va être la barre. Tous vos concurrents sont bons. Pas mauvais, pas moyen, bons. Donc tous sont plus bons. Pour se différencier, il faut être quoi? Mais excellent. Excellent. Alors pas forcément 100%, mais au moins l'excellence sur quelques trucs qu'on va mettre en avant et qui correspondent à ce dont certaines cibles rêvent. D'accord. C'est quoi les forces que vous avez dans vos activités qui pourraient vous rendre excellent sur au moins une chose? C'est un élément qu'on va essayer d'identifier. Qui vous rend donc unique. Et un des éléments, on en parlera cet après-midi, qui est à la racine de ce qui vous rend unique, c'est le mix des valeurs avec lesquelles vous faites les choses. D'accord? Le mix des valeurs. C'est quoi vos valeurs? On verra ça cet après-midi, les valeurs que vous ne voulez pas négocier. L'association des 4 ou 5 valeurs qui sont propres à vous, parce que le mix il est improbable, et d'autres concurrents n'ont pas le même mix. L'association de 1, 2, 3, 4 valeurs que vous voulez, avec lesquelles vous recrutez, avec lesquelles vous pensez vos offres, avec lesquelles vous traitez vos clients, elles sont uniques. Ça va être une vraie différenciation. On va en parler. On va travailler sur les clients, on va travailler sur les offres, on va travailler bien entendu après sur c'est quoi vos stratégies pour faire savoir à votre marché que vous existez, et on va travailler sur les stratégies que vous avez mis en œuvre pour les conserver ces clients dans le temps. On identifie ensuite qu'est-ce que vous recevez en contrepartie de ça, c'est quoi votre système de paiement, vous recevez l'argent de quelle manière. Pour ensuite identifier qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise, à quoi sont consacrer l'énergie et le temps de vous et de vos collaborateurs dans l'entreprise. À quoi il est consacré ce temps? On va mettre des post-it sur chaque activité. Et puis, quels sont les moyens de vous disposer? On verra les moyens financiers, les moyens intellectuels, les moyens de ressources différents. Et puis on verra ensuite qu'est-ce qui vous aide pour y arriver. Vos partenaires, les gens qui sont autour de vous. Ça commence par vos épouses, hein. Mais c'est également votre banquier, votre comptable. Ils sont bons ou ils sont pas bons? S'ils sont moyens, on met une autre couleur. Et objectif, n'avoir que d'excellents prestataires avec qui vous avez toute confiance, parce que la clé c'est la confiance. D'accord?
Et là, sans décider, aucun je dirais, de concept. Sur les partenaires clés, il n'y a pas de je ne garde pas le prestataire parce que le pauvre, si j'arrête de travailler avec lui, il n'a plus de business. Alors, il offre un coach d'affaires, dans ce cas-là, il peut nous changer. Il n'a plus. Je sais. D'accord. Et où va votre argent, bien entendu, toute la structure de coût qui permet de soutenir cet ensemble-là. Ça vous va, le travail comme ça, c'est intelligent? D'accord. Tu dis, c'est coller un modèle économique qui puisse être critiqué entre vous, critiquable. Vous allez faire l'exercice de le présenter, comme un chef d'entreprise pourrait le présenter à un banquier, on sait rien, ce soir. D'accord, on fera un petit débat, ce sera la dernière heure. D'accord, pour pouvoir travailler ici. Il y aura peut-être des questions qui vont dans la salle, ça permettra de reconsidérer les choses, qui soient le plus utile possible pour vous. Et demain matin, on travaillera sur la maîtrise du temps, la première partie de la matinée, avec quelques clés que je vous aiderai à acquérir, chacun à votre manière. Et la deuxième partie de la matinée, on travaillera sur votre leadership, parce qu'il faut les deux. Ça va être les deux leviers de maîtrise pour arriver, le temps et l'argent, et le leadership, pour arriver à piloter tout ça dans le temps. D'accord. Et l'après-midi, on fera définition des objectifs prioritaires avec la fin du jour et plan d'action. Question. Et de répondre jusqu'à un moment où il se passe un truc. Parce que là, à force de poser des questions, vous l'avez chauffé le prospect. Il se passe quoi? Le client pose une question. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et là, vous avez vendu. La vente, elle est faite. La vente, elle est faite. Tout le temps. Il faut surtout plus poser de questions, là. C'est terminé, il faut sortir le contrat. Toujours, si on pose des questions, on recommence le cycle. Mais un bon vendeur, il sait poser des bonnes questions. S'il écoute, les questions vont revenir. Mais c'est vraiment un processus qui est essentiel, ça. Et ça vous démarque du vendeur qui a des produits à vendre. Regardez comme il est beau mon produit. Ok, c'est bon. Débarrasse le plancher, cherche ton produit. Bon, c'est un produit vendu, mais je sais pas bien dans. T'as été mérité. C'est intéressant. Je ne prends pas pour moi, hein. T'as été un peu mérité. T'aimes pas les trucs, d'ailleurs. C'est passé du temps de la place. Pourquoi? J'en voulais pas quitter ma place, j'aime ma place. Et surtout quand je suis ici, je vois que je dois tourner en comme ça. Donc ça fait énervé. Après qui? C'est la vraie question. C'est la faute pas particulièrement, mais. Un petit peu, quoi. Il y a d'autres qui ont été énervés ou pas? Non, non. Toi aussi, un peu, t'es bien là. T'es bien là. Oui. T'aurais pu t'endormir là jusqu'à 17h. C'était bien. Là, je suis content. Ok. Voilà tout ça. Hein. Quand on veut changer les habitudes, il y a des petits trucs, il y a des petits freins émotionnels qui nous en empêchent. Bien souvent. Donc, c'était le but de l'exercice. Je crois qu'on a une fois de place d'ici demain. Ok. On va réattaquer. Il y a des questions ou pas? Non? Le but des exercices, c'est de pouvoir le faire facilement, pour moi. De changer, accepter le changement. Accepter le changement et la décision de changement. Alors quand c'est impulsé de l'extérieur, comme c'est le cas là aujourd'hui, je suis assez fier de moi parce que j'étais assertif, vous avez tous exécuté, quoi. Si vos collaborateurs feraient ça tout le temps, ce serait pas prêt. Non, mais si vos collaborateurs faisaient exactement ce que vous demandez tout le temps, ce serait pas prêt. Qu'est-ce qui fait que moi j'y suis arrivé alors que je connais à peine? Parce que c'est l'énergie. C'est parce que je suis animateur? Je sais pas, c'est une vraie question. Est-ce que poser une question? Je veux savoir comment on arrive à identifier le produit à Je sais pas, il y a des qui ont des réponses à faire? Jean-Marc? Vas-y. Je pense que la capacité à identifier le premier pas dépend de la capacité à bien clarifier déjà la vision. Parce que plus la vision est claire, plus ça met l'emphase sur le premier pas à faire. Donc, en fait, la question, c'est plutôt comment faire pour clarifier la vision. Tout à fait. Alors, on verra ça, hein. C'est-à-dire que la vision, c'est-à-dire qu'on pose après, c'est des petites visions sur un sujet précis, des objectifs à atteindre, je vais résoudre le problème je me donne 6 mois pour résoudre le problème de ma rentabilité, 6 mois, ok, et là, je mets en place un plan d'action. Comment je fais? Et c'est en décomposant ces actes, vous allez voir tout à l'heure. L'idée, c'est qu'un objectif égale 5 actions maximum. On prend un objectif par objectif,
on met un peu d'intelligence et effectivement, on a des solutions. Après, on va chercher des outils, je vous en donnerai quelques-uns pour décomposer vos objectifs. Mais une vision égale, 10 objectifs, et puis chaque objectif, c'est 5 actions qui sont ordonnancées. C'est ce qu'on appelle un plan. Première action, deuxième action, troisième action, quatrième action. Chef d'entreprise font très bien ça, en général. Le président Talon, on en parlait hier avec, parce que j'ai déjeuné avec une personne de l'ambassade de France qui m'a accueilli, m'a invité à déjeuner. Et elle me disait, le président Talon et le président Macron, pour nous, ils résonnent avec des mindsets de chef d'entreprise, quoi. Pour appuyer sur le bouton Macron, pour dégommer tous les anciens partis depuis 40 ans en une fois, en l'espace de 6 mois. Et Talon, de ce que j'ai compris, on l'a pas vu du tout pendant la campagne, il est arrivé juste 1 mois avant les élections. Ils avaient tout préparé, hein. Quand ils ont appuyé sur le bouton, tout le plan s'est déroulé, hein. Mais tout était bien préparé à l'avant. Notre président Macron, sa vision, elle va bien au-delà d'être président français. Lui, c'est la direction de l'Europe, lui, qui veut, hein. C'est déjà dans un plan, hein. C'est déjà planifié, hein. Bing, 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 ça roule, hein. Le président français, c'est juste un passage. Talon, il a autre chose aussi derrière, c'est sûr. Et je vois bien souvent les patrons qui ont une capacité à mettre les choses en action, c'est souvent ceux qui ont une double vision, c'est-à-dire qu'ils ont la vision qui va leur permettre de résoudre, de préparer la vision d'après. Je travaille avec une agence avec 3 associés, il y a 6 ans de ça. Ils ont créé une boîte d'agence de voyage sur Internet, qui s'appelait Planète VO à l'époque, 3 associés qui avaient planté leur boîte, 3 amis d'enfance. Et quand ils ont préparé leur vision, ils se sont dit on va créer une agence de voyage dans un métier super saturé, dans un métier où il y a plein de concurrence. On va créer ça sur Internet, voyage sur Internet. Et leur vision à tous les 3, c'était que, donc ça fait 35 ans, c'est qu'à 40, 41 ans, ils ont 42 ans maintenant. Voilà. Il y en a un qui voulait acheter une île dans le Pacifique. C'est un gros truc. C'est son kiff d'acheter une île dans le Pacifique. Une île où il va construire des trucs de rêve pour faire venir des gens, c'est son truc. Voilà. Un autre qui veut partir au Népal, et l'autre il veut être serial entrepreneur, il rachète des entreprises. Donc il va travailler avec Xavier Niel pour aider les entreprises start-up à démarrer. Mais pour ça, ils avaient imaginé qu'il leur fallait beaucoup de moyens. D'accord, plusieurs millions d'euros. Donc pour alimenter sur le projet, il fallait donc que leur boîte, là, actuelle, qu'ils ont créée il y a 6 ans, se développe à hauteur, en calculant tout, hein, parce que c'est dans le cadre du plan qu'on a calculé ça. Il fallait que la boîte fasse 100 millions d'euros à 5 ans, en démarrant de zéro. Aujourd'hui, cette boîte s'appelle Marco Vesco. Regardez sur Internet, Marco Vesco, le plan d'aujourd'hui, Marco Vesco fait 110 millions d'euros. D'accord. Ils l'ont pas vendu à 5 ans, ils sont encore là. Ils ont dépassé d'1 an et demi leur présence, et ça marche tellement bien qu'ils ont du mal à vendre, là, et puis ils sont tellement dans l'excitation parce qu'ils sont reçus par la presse, ils sont partout, c'est des choses, c'est des projecteurs sur eux, tout le monde les voit. C'est juste impressionnant. C'est juste lié au fait qu'ils avaient une vision très bien travaillée, et ils ont aussi travaillé la vision d'après. La motivation d'alimenter la vision d'après était aussi forte que la vision de réaliser ce qu'ils voulaient. Moi, je les ai accompagnés que sur la partie vision, après ils se sont débrouillés autrement, mais je suis assez fier de ça, hein. C'est pas moi qui ai fait, c'est eux qui ont fait, mais c'était bien. On a répondu un peu à tes questions, quoi. En grande partie. En grande partie. Maintenant, il faut que tu te mettes devant le papier et puis que tu utilises ton cerveau, hein. Tu vois, pour travailler, puis peut-être que tu peux te faire aider, peut-être que tu peux avoir des coachs après, hein. Je suis en train de préparer une équipe. Ok. Il y a d'autres questions ou pas? Non? Ok. On va revenir sur le modèle économique. Donc l'idée c'est qu'on construise la salle après-midi jusqu'à 17h30. On bâtisse, on est de la photographie de vos business respectifs. On va utiliser ces supports avec lesquels vous repartirez. D'accord? Et on va travailler pavé par pavé. Et je vous proposerai de travailler avec 3 couleurs différentes. On a des post-it dessus. Des petits post-it carrés sur lesquels on va essayer d'identifier les éléments les plus clairs possibles. Donc on va commencer pavé par pavé. Vous allez prendre un papier blanc pour lister les éléments au fur et à mesure. On va commencer par la partie qui vous voulez, les faits qui sont possibles. Alors ceux qui ont plusieurs entreprises, il y en a ici. Code pas. On va travailler sur quelle entreprise? Là, parce que par rapport à la formation passée, la première entreprise, je vais y appliquer cette entreprise. Je vais d'abord ici la nouvelle. D'accord. C'est bien, ça, tu vas revenir en 3e fois, 4e entreprise. J'ai 10 suivis.
Bon, tu vois, quand tu vas revenir dans fin octobre, 19 et 20 octobre prochain, ta boîte elle tourne. Et tu passes à autre chose. Ok. Donc tu vas travailler sur quelle boîte? CNDI, consultant et associé. D'accord. Ça serait bien que vous alliez avec un gros marqueur, choisissez lequel, là, et mettre vos entreprises dans le carré blanc, ça va marquer enseigne, qu'on ait le nom de l'entreprise sur laquelle on travaille, si vous voulez bien les noter. Choisissez sur lequel vous allez travailler. Vous avez le support par personne ici. D'accord. Choisissez votre support, tu choisis celui-là, et marquez le nom de l'entreprise dessus. Ah, ça fait bouger, on a dit que Oui, la bonne orientation, mais surtout, en fait, je montais le cabinet parce que je vois que les parents investissent beaucoup dans l'éducation, mais investissent dans l'éducation pas forcément sur le talent ou la passion. C'est exactement ça. Donc ça, on va le trouver dans les offres. Donc pour toi, c'est les adolescents qui cherchent leur orientation idéale. Idéal, voilà. C'est ça? Oui. Donc tu peux faire un post-it. Alors pour l'instant, c'est des cibles que tu as déjà ou pas? Vous en avez déjà avec ça? Non, pas encore. Donc tu choisis la couleur pour ceux que tu n'as pas encore et que tu voudrais viser. D'accord. On continue sur les cibles. Vous avez réfléchi un petit peu? S'il y a une cible sur laquelle tu pourrais travailler en particulier? Société extérieure de ma zone. D'accord. Donc extérieur à la zone, toi c'est plus géographique du coup. Géographique, voilà. Quel type de société? Tout type de société. Tu veux être plus spécifique? On va dire les sociétés qui sont dans l'industrie. Donc des sociétés industrielles. Les sociétés industrielles ou les sous-traitants d'industriels. En fait, dans tout ce qui concerne D'accord. cette zone. Société industrielle sur quelle zone? Quand tu hors de la zone, tu as une zone en particulier? Ben, là où je suis implanté, Ouais. et en fait de l'extérieur, comme je suis implanté dans une petite ville de Manda, donc aller dans la capitale économique ou la ça capitale Libreville, Libreville. Gentil, voilà. Parce que je suis pas installé là. Libreville, il n'y a pas d'industrie dans Libreville. Si. En majorité aussi. Elles sont dans Libreville ou c'est sur des zones? À l'extérieur de Libreville. Ok, bon, Voilà. Est-ce qu'il y a une zone en particulier qui voudrait viser sur Libreville? Là, c'est la ville économique Port-Gentil. C'est là où il y a toutes les industries pétrolières. Ok. Je te propose sur ton modèle économique d'identifier cette cible-là. Entreprise industrielle sur le secteur 2, pétrolier de Libreville. Le Port-Gentil. De Port-Gentil, pardon. Donc si tu peux noter ça, donc ça fait 2 post-it, entreprise industrielle, et localisation, c'est là-dessus. Tu vois? On va voir après ce qu'on en fait. Ok, ça te va? Ok, ça va. Autre cible? Municipalité. D'accord. Est-ce que tu as une idée de quel type de municipalité? Approche politique, dimension de la commune, ce serait quoi? Dans l'idéal pour toi, quel type de commune tu voudrais aborder, connaissant le type de service que tu es capable d'amener? Celui-ci dans l'assainissement. Oui. Donc, par rapport à l'assainissement, c'est un peu les municipalités qui fournissent le plus grand nombre de services aujourd'hui. Et également, si ce n'est pas en dehors de ces cibles-là, il y a les entreprises, les grandes entreprises qui ont ce besoin. Donc il y a les communes plus des grandes entreprises, c'est ça? Quel type de grandes entreprises? Les entreprises qui ont des bureaux importants, de grands bureaux, ou qui font des exploitations dans des zones à grande étendue. Ou par exemple au Bénin? Au port. D'accord. Au port, c'est ça? Tu as en tête ou pas? Des noms d'entreprises de ce type-là, oui. Oui. Il y a le groupe Relevé, le groupe D'accord. Parce que ce besoin existe aujourd'hui. D'accord. Mais c'est Tu fait. as déjà des entreprises qui sont dans des communes ou des entreprises qui répondraient à, dont les offres répondraient à ces marchés-là? Aujourd'hui, donc, pour le moment, je suis. Donc ce serait une nouvelle cible. Pour les. Je sais pas compris. Ce serait de nouvelles cibles. Non, aujourd'hui, ma cible, ce sont les municipalités.
Ok, d'accord. Je parlais des entreprises. Ok. Les entreprises, il n'y en a pas tellement dans les zones municipales. D'accord. Ok, donc notre municipalité, tu peux me marquer la deuxième, effectivement, quoique je ne sais pas, parce que là on est sur ceci. Marquer les deux, parce que notre entreprise est importante, on peut imaginer que tu as des synergies sur le. T'as pas le CEO? Ça tombe bien, c'est le CEO. Tu veux des feutres là? Prends plutôt des feutres. Des feutres en couleur. Ok. Autre cible? Sur le graphisme. Bon, moi j'ai listé beaucoup de cibles, donc je sais pas. Oui, vas-y. J'ai mis les personnes physiques. Donc, toute personne qui a besoin de donner la visibilité à son activité. Donc, par exemple, un coach, un photographe, un musicien professionnel qui a besoin d'exister sur les médias sociaux. D'accord. Se construire un site, être en contact avec toutes les personnes qui viennent sur Internet, toutes les personnes qui ont son marché sur Internet. Voilà. D'accord. Et ça, alors, voilà, pour être plus spécifique, liste les 2-3 types de catégories que tu veux viser dans les 6 mois qui viennent. Si tu dis que tu veux viser des coachs. Les PME, les startups numériques, et puis les sociétés d'État ou publiques, par exemple, les sociétés qui rendent des services publics, comme par exemple pour demander une pièce d'identité, pour faire ceci, cela. On peut mettre en place des systèmes numériques, toute une stratégie pour éviter, par exemple, les queues, pour éviter ceci, pour éviter cela. D'accord. Donc ça dépend de la structure. Par exemple, à la mairie, pour demander peut-être une autorisation pour ceci, cela, et vous allez faire la queue là-bas. Pour une affiche publicitaire, il y a des services en ligne, une plateforme pour mettre en place une application. Je suis sûr que tu es capable de faire tout ça. En revanche, si on se place sur le niveau dont on parlait ce matin, c'est-à-dire que tu es censé faire de l'excellence, à un moment donné sur quelque chose. Par expérience, ce que j'observe, c'est que plus tu as de cibles, moins tu fais de la qualité. Moins tu peux être excellent. Pourquoi je dis ça? Je n'exclus pas le fait que tu es capable de tout faire. Parce qu'on est éparpillé. Parce que tu es simplement éparpillé, que tu ne peux pas faire. Ton énergie est consacrée à faire plein de trucs, mais tu ne peux pas te concentrer sur une seule cible. Les coachs, les experts comptables, les formateurs, les professions indépendantes, ils ont tous besoin de choses différentes. Le 20-80, d'accord? Le 20-80, tu connais le principe 20-80. Il y a 20% des choses que tu... il y a 80% des choses que tu vas amener les mêmes pour tout le monde, il y a 20% des choses qui doivent être différentes pour les cibles. Et c'est sur ce 20%-là que tu vas faire la différence si tu y travailles. C'est bien l'intérêt de les écouter pour savoir ce dont ils ont besoin. De quoi a besoin un avocat d'affaires? En termes de graphisme, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, c'est pas forcément des graphismes. Un avocat d'affaires. Il a sûrement besoin d'un site internet pour se faire connaître. Oui, ok. Il a forcément besoin d'une application pour gérer en fait sa clientèle, son suivi. Je sais pas comment ça marche là. Non, mais j'ai bien compris. Justement, tu peux me répondre, je ne sais pas comment ça marche. Si tu n'as pas en ciblage, tu ne sauras pas comment ça marche. Au même titre que tu ne sauras pas, un coach d'affaires, il a besoin d'un site internet et un avocat aussi. Je suis désolé, tu ne vas pas me convaincre. C'est bien ça. Je travaille avec. Oui? Non, c'est juste pas totalement ce que tu dis. En fait, je crois que là où tu nous amènes, c'est déjà de déterminer leur zone d'excellence, mais surtout de bien nous positionner sur la clientèle qui va nous amener assez loin. Parce que tout à l'heure, par exemple, je réfléchissais à pourquoi j'ai choisi les jeunes, mais je me suis rendu compte que, au fait, si je travaille avec les jeunes, en fait, je pérennise mon entreprise. En ce sens que le jeune n'a pas avoir besoin de créer son entreprise et je suis là. Après, c'est commencer par cette cible qui te donne de la visibilité à long terme sur tout ce que tu veux faire après. Bien sûr. C'est tout à fait juste. Alors, je te donne un exemple. Je travaille avec Christian, il y a 6 ans de ça. Christian Ferreira, qui a une entreprise de création de site internet sur Paris. Christian, quand je le vois, il a une galère parce que ses sites internet, chaque fois qu'il les vend, il est obligé de les vendre de moins en moins cher. D'accord? Parce qu'il y a tellement de concurrence, ces clients, ils voient 4-5 prestataires qui savent tous techniquement, ils sont tous au point. Tous. Tu peux pas imaginer une seconde que des gens qui font site internet moins bien que toi. Ils les font tous aussi bien. Part de ce principe-là, même si c'est pas forcément bon. D'accord? Et donc, il galère parce qu'il baisse ses prix. Donc, on a travaillé sur la cible. On a regardé son portefeuille. Et on s'est aperçu que quels sont les clients que tu as eu jusqu'à maintenant avec lesquels tu gagnes le plus ta vie. Avec lesquels ça a été le plus agréable. Qui t'ont recommandé. Avec qui tu as eu une transaction fluide, facile. Avec laquelle tu as pris plaisir. Et on a regardé, il y avait 2 laboratoires pharmaceutiques
gros clients qu'il avait eu sur le système, d'accord? Ok. Business model, on travaille sur le laboratoire pharmaceutique. Tu vas devenir à partir de demain le spécialiste des laboratoires pharmaceutiques en France. Il était tout petit, hein. Il travaillait avec 2, il était 3 prestataires, d'accord? 6 ans après, il a traité 87 laboratoires pharmaceutiques en France. 87 ans. Du coup, ça lui donne une idée, il est portugais, il adore le foot. Du coup, qu'est-ce qu'il a pris comme deuxième cible d'après vous? Des footballeurs de haut niveau. Que ça. Aujourd'hui, il a créé une deuxième structure, c'est toujours avec la même technique de fabrication de site internet, hein, d'accord? Donc le laboratoire pharmaceutique, aujourd'hui, il paye 5, 6, 10 000 euros, 15 000 euros le site internet. Alors qu'avant, il avait du mal à les vendre à 1 500 euros. Et là, les footballeurs de haut niveau, pour la même technique, hein, ils les achètent 60 000 euros le site internet. Hein. Et il y a des rugbymen et des tennismen qui pleurent, qui viennent à genoux. Est-ce que tu pourrais nous faire un site internet? Non, je fais que les footballeurs, il fait monter les prix. Supprime-moi! Supprime-moi que tu l'as fait pour, machin! Et oui, mais moi, les footballeurs. Tu vois le truc? C'est tout bête. Aujourd'hui, mais c'est. Voilà. Et moi, j'étais pareil. Je dis, je prends des entreprises familiales. Des coachs en France, il y en a partout. Sous les lumières, il y en a partout. C'est un gros griffe depuis 5-6 ans. Mais je suis le seul en France que je dis dire que je fais des entreprises familiales. Du coup, j'ai signé avec des gros réseaux d'entreprises juives, protestantes, machin. Voilà, et on s'en tous ce coach, mais je suis le seul à dire que je fais de la famille. Je sais faire d'autres. Tu vois. Et du coup, il négocie pas les prix, puisque je suis le seul à faire ça. Il négocie pas les prix. Bien sûr. Comment? Bien sûr. Bah oui, je suis pas meilleur que les autres, en fait, si, quand même. Quand t'es cadre général, directeur général, je m'en fous, j'ai les outils. Mais je t'accompagne pas, j'accompagne des boîtes familiales. Donc j'ai un trop d'autres coachs. Du coup, ça fait monter l'envie. Donc les prix. Toi? Ok. Donc tu vas marquer. Ok. Réfléchis. Vas-y. Pour moi, c'est le service de pressing. Pressing. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Là, j'ai ciblé tout le monde. Donc, t'as compris que c'était pas une cible, hein? Pardon? T'as compris que c'était pas une cible, tout le monde? C'est bien sûr. Sinon, c'est tout le monde. Oui, j'ai compris que c'est tout le monde, bien sûr. Tout le monde, ça Toutefois, je veux mettre un accent particulier sur les autorités. Sur les autorités. autorités. Au niveau communal, préfectoral, ministériel. Pourquoi? D'abord, c'est des gens qui ont d'abord besoin de mon service, premièrement. Pourquoi ils ont besoin de service? Ils doivent s'habiller. Et bien s'habiller. Ok, d'accord, ils doivent bien s'habiller. Donc, c'est pas exactement qui est d'accord, ouais. Donc, pour la plupart de ces gens, ils n'ont pas une référence. La seule référence, c'est Sheraton. Mais ça coûte trop cher. D'accord. Ça coûte trop cher. Donc, j'ai envie de leur donner mon service à la hauteur de la qualité qu'ils espèrent, D'accord. mais à moindre coût. C'est une vraie question, on va le voir après, mais pourquoi tu veux faire et du prix et de la qualité? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt d'abord, c'est non seulement pour la visibilité, mais aussi donner accès. Ils auront accès directement. Ok, d'accord. Parce que là-bas, à Sheraton, l'accès n'est pas facile. Qu'est-ce qui est pas facile? L'accès. Ah, ok, oui. Il faut forcément être interné, c'est-à-dire à l'intérieur, pour pouvoir bénéficier de la vianderie. C'est le service, alors. C'est ça. C'est faux. Il faut passer par des couloirs. Si entre-temps tu devrais accéder à la vianderie, il faut passer par des couloirs. Quand tu dis les autorités, est-ce que tu peux être plus précis? Oui, j'ai parlé du niveau municipal, préfectoral. C'est tout l'intérêt de réfléchir à ce type de cible-là. Quand tu dis ministère, gouvernement, je sais pas quoi, ce que tu as dit, autorité, essaie de penser, c'est là que qui je veux aider. C'est intéressant, un ministre, le président, des ambassadeurs, des mecs qui sont toujours pressés entre deux vols, ils ont besoin de quoi? Qui pourrait leur rendre service et de ce que tu sais faire. Donc ça pourrait être une offre très, très particulière, très, très spécifique. Voilà, juste un exemple, mais ça marche bien pour Michael, donc je te le dis. Et du coup, il a même laissé tomber son PC, parce que du coup, maintenant, il m'a dit, j'en reviens plus avec ça.
Il référence quelques pressings sur Paris, bien placés. Il les référence, il négocie les commissions dessus. Et il a aujourd'hui une petite équipe qui fait avec des scooters électriques, ping-ping, qui se déplace un peu partout dans les hôtels, cherche des trucs, il les ramène derrière. Donc il n'a plus l'outil, et il sous-traite à des pressings qu'il a référencés comme étant de qualité. Le problème de les structures, trouver un emplacement, construire et tout. Voilà, des sous-traite, enfin voilà, il a fait évoluer son business model du coup. Tu vois, grâce à la cible, grâce à la réflexion féconde sur la cible. Tu vois, ça va ça? Donc, tu vois, c'est pour le moment les agences de maîtrise d'ouvrage et les communes. Et je voudrais. Effectivement, tu recherches des gens qui veulent investir. D'accord. Donc, quand il veut investir, il est déjà dans la mentalité que, ok, et cela veut dire aussi que s'il doit investir, il faut passer à la rentabilité. Donc, penser à la vie du projet dans 20 ans, quand les enfants vont partir, la maison devient quoi? C'est pour louer l'étage, pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, T'as pas de copyright là-dessus. T'as pas de copyright là-dessus. Tu vois, les cibles de trucs, d'accord. Donc, c'est un peu comme ça que je les amène, et après, souvent, ça se passe souvent bien. Quand tu finis, il n'y a plus question d'argent. Est-ce que vous voyez la construction de votre maison comme une dépense ou comme un investissement? Posez la question. Je sais pas, quelle différence vous faites entre un investissement et une dépense? Posez la question. Et ça veut dire quoi, investir dans une maison? Ça veut dire que tout est sécurisé, etc. Super, on a exactement ce qu'il vous faut. Moi, je ces questions-là, ça doit les amener à penser que mon professeur. Tu vois? Merci pour ça. Bravo. C'est un petit trésor que tu as fait là. Tu as donné un diamant brut, tu peux en faire un diamant. Voilà. C'est important. D'accord. Vas-y. Nous, je pense que pour la valeur, c'est essayer d'améliorer nos prestations. Alors, c'est quoi comme valeur pour le client? Sur quel point? Qu'ils soient satisfaits. Je crois que c'est ce qui nous manque. Et surtout quand je remarque chez nous, c'est comme on fait du nettoyage bureautique, on le fait et puis au final. D'accord. Nous, on considère qu'on a fait le travail. On ne vient pas devant le client pour savoir est-ce que vous avez besoin d'un senteur, est-ce que la prestation est faite, parce que nous, notre prestation est vraiment, elle est multiple, mais elle est regroupée. On fait du nettoyage de bureau, mais en même temps, on met aussi des pots de fleurs qu'on entretient. On ne sait pas si le pot de fleurs, le client est satisfait, ou la secrétaire est satisfaite. On a besoin des fois, c'est elle qui vient vers nous. Qui vient vers nous de il faut, le directeur n'aime pas vraiment, quoi, il faut le changer, quoi. Mais nous, on ne vient pas vers, on n'a pas. Pourquoi vous mettez des pots de fleurs? Vous le vendez? Des fois oui, des fois non. On met une prestation d'entretien, en majorité, nous les achète, et nous, on les propose derrière aussi l'entretien des pots. Derrière. D'accord. Et dans l'entretien des pots, on propose des fois tous les ans de changer le pot. Le pot il est changé en nouvelle fleur. Mais on va des prestations aujourd'hui. Il y a le nettoyage, la propreté des locaux, les bureaux. Il y a l'espace vert. L'espace vert, ça c'est à l'extérieur. Et puis il y a les plans sanitaires, tout ce qui est hygiène publique, la dératisation des inséctions. Ça, c'est tout ce que tu fais, d'accord. Et la mise à disposition de personnes, l'intérim. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, tous tes clients ne sont pas satisfaits? S'ils sont satisfaits, mais je pense qu'on peut donner encore plus, et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir sortir. On ne sait pas s'ils sont vraiment satisfaits, on n'a jamais mesure. Voilà, on n'a jamais mesure. Sinon, pourquoi vous ne le feriez pas, etc., etc. Est-ce que vous seriez prêt à nous donner des recommandations? Ben voilà, on a eu, je pense, presque pas tout à fait 10 personnes qui ont dit oui, rappelez-nous, ça nous intéresse, etc. On n'aurait pas envoyé le sondage, c'était un prétexte, hein. Ça serait rien passé. Donc c'est un trésor, le fait d'avoir eu des clients. Même les clients qui étaient mécontents, qui vous auraient chèrement donné. Même cela. Parce que là, vous pouvez sortir la grande classe. Ça fait partie des valeurs que vous pouvez proposer. Ça demande un peu d'intelligence, de créativité. Mais si vous considérez les personnes, et non pas les personnes, mais dans l'administration c'est pareil, les personnes, je ne parle pas de sous de table, hein. Je parle que la personne se sente clairement reconnue dans ce qu'elle est. Normalement, vous déclenchez un attachement qui fait que vous ne les perdez jamais. D'accord? Et du coup, vous pouvez vous permettre, c'est pas conseillé tout le temps, d'être des fois d'être un peu à la ramasse au niveau de la qualité de la prestation. Débit crédit. Non. Tant que vous n'avez pas des systèmes qui font que, comme chez McDonald's, vous êtes sûr que vous allez dans n'importe quel McDonald's du monde de vous manger la même chose, d'accord? Tant que vous n'avez pas ces systèmes-là,
Vous avez intérêt à jouer ça. Ok? Vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Il reste une demi-heure et on a fait un pavé. Je vous adore. Et demain, on attaque sur la maîtrise du temps. Je vais être mis en défaut. On reste ici à minuit, on ne bouge pas, on ne sort pas de la table. On ne sort pas de la salle. Comme on n'a pas encore tout est permis. Comment? Comme on n'a pas encore la maîtrise du temps, tout est permis. Oui, bien sûr. Je suis avec toi. On a la maîtrise du temps demain. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, alors, est-ce qu'on est suffisamment éclairé là? Essayez de mettre vos post-it là, parce que vous avez compris en termes de valeur, d'offre, des plus que vous apportez. Collez ça dans la colonne de valeur. Oui, j'ai une question. C'est quoi la différence nette entre la valeur et l'offre? Est-ce que la valeur, ce sont les valeurs de mon entreprise? Ou est-ce que la valeur, c'est ce que j'apporte comme solution tangible à mon client? C'est la valeur ajoutée, je crois. Ce que vous avez de plus, en fait, selon moi. Tiens. Donc là, on a effectivement des idées de valeur, d'accord? La valeur pour le client, des clients qui sont branchés sur la nouveauté, et des clients qui sont intéressés par tout ce qui est nouveau. Ils veulent avoir les derniers cris de tout ce qui se passe, les dernières offres, d'accord? La performance, la personnalisation, l'accompagnement, le design, certains sont intéressés par ça. Mais si vous ne posez pas de questions, vous ne saurez pas c'est quoi leur truc. Vous ne savez pas, d'accord? Vous connaissez le son K, non? Oui. Le son K. Non. Ça fait partie des... On parlait tout à l'heure des questions que vous vous posez à ces questions. Il y a des clients, des prospects, en posant les questions, vous allez vous apercevoir que ce qui les intéresse, eux, c'est la sécurité. On en parlait tout à l'heure. La sécurité de l'offre, tu en parlais tout à l'heure, c'est la sécurité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que tes clients, ils ont besoin de sécurité. D'accord? D'autres, vous allez le sentir, d'accord? C'est l'orgueil. C'est des gens qui ont besoin d'avoir des offres qui sont un peu statutaires. Et j'ai un client qui est en train de faire mes offres de coaching d'affaires. Il s'appelle Pierre, il a une boîte de courtage d'assurance depuis 1867 à Paris, de père en fils, voilà. Et le gars, il a beaucoup d'argent, quoi. Il sait plus quoi faire. Et son gros problème, quand je suis arrivé, c'est de savoir, il venait de se faire engueuler par sa femme parce qu'il avait acheté un Range Rover biturbo pour lui faire plaisir, mais il lui avait pas demandé son avis. Elle avait un Toyota, ça lui faisait très plaisir. Et donc il s'est fait engueuler parce qu'il avait acheté la Range Rover sans lui en parler. Voilà. Et lui, ça lui faisait plaisir à lui que sa femme roule la Range Rover. Tu vois? Donc c'était son gros problème. Il ne savait pas s'il devait acheter une Aston Martin, machin. Bon, voilà. Donc, et quand je lui présente mes offres, il me dit j'ai besoin, général bol, mes collaborateurs, il faut que vous m'aidiez. Okay. Donc on fait le truc, je lui fais une offre, un diagnostic, et une offre, je lui vends un programme bronze, parce que j'ai mis des noms à mes... Sachant ça, j'ai mis des noms à mes programmes, donc j'ai des programmes diamant, or, bronze, argent et bronze. Et lui, ce dont il avait besoin, c'était un programme bronze. Mais quand tu l'as vu, les autres offres, il a dit, mais pourquoi il m'a pas proposé diamant? Ça va pas, mais je dis, parce que t'as besoin de ça, t'as besoin de que de ça. Mais tu m'en fous, je prends ça, mais tu me files celui-là. Donc il m'a acheté le programme diamant. Après, j'étais confronté à mes propres valeurs. En disant, bah, attends, tu vas faire 2 fois moins, enfin 3 fois moins de travail, mais tu vas être payé 3 fois plus. Qu'est-ce que tu vas compenser avec quoi? En fait, je me suis aperçu d'un truc, il m'a dit, mais le programme de coaching, ok, c'est bien, mais pas dans mon bureau, puisque tu travailles, moi j'ai autre chose à faire. Ah, donc je t'invite au restaurant tous les lundis. Et il a commencé à me dire la première séance, mais tu vas manger des huîtres, des oursins, des machins. Voilà. Parce que moi j'aime ça, ok? Le deuxième lundi, il me dit, mais tu vas prendre pareil. Je dis, mais j'ai pas envie de manger ça. Il me dit, au prix que tu me coûtes, tu peux quand même manger des huîtres et des oursins. Non. Je dis, non, on va pas le faire comme ça. Donc il a été très vexé. Et il m'a rappelé 6 mois après, on a travaillé correctement dans un cadre de programme. Évidemment, avec son comité de direction, et donc voilà, après ça a changé. Mais c'est ça qui l'a fait choisir. C'est ça qui a fait choisir. Il faut savoir ça, il faut comprendre les psychologies. Vous avez un rôle de psychologue, hein. D'autres, c'est la nouveauté. Certains, c'est des mix, hein. D'accord? D'autres, c'est le confort. Moi, j'ai un prestataire d'informatique que j'ai aidé, il a mobilisé toute sa prestation, toute sa communication sur le confort. Si vous voulez du confort, c'est par Elzone qu'il faut passer. Et donc, il a tout travaillé
pour être sûr de vendre du confort. Et le confort, ça va jusqu'à à ce qu'il envoie des SMS réguliers à tous ses clients pour lui dire vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, votre informatique est sous contrôle. D'accord? Il envoie les statistiques, ça envoie le machin, il anticipe, il est dans la proactivité totale, c'est totalement confortable, sa cible c'est des cabinets d'architectes qui ont autre chose à faire que de s'occuper de l'informatique, il faut que ça fonctionne tout le temps, et lui il s'occupe de ça, il est dans l'anticipation complète. Et il a même mis une garantie dessus, c'est-à-dire qu'en gros si un jour le client est ennuyé par rapport à un PC qui tombe en panne, un machin, parce qu'il a mis des backups, il a mis plein de trucs dessus, il rembourse toute la prestation de l'année. Donc je peux dire ici, c'est contractuel. Je fais pareil dans mes contrats. C'est-à-dire que moi je prends des programmes qui ont 30 ou 50 millions par an. Si au bout des 3 premiers mois on n'a pas atteint les objectifs, je rembourse à l'euro près. Mais la contrepartie, c'est qu'il me paye d'avance. Ah oui. C'est faire de la garantie. Ça met la pression, il paye d'avance. Oui. C'est normal, sinon il n'y a pas la garantie. Voilà. Tout ça, c'est du marketing en fait, mais il faut le faire avec sincérité, avec juridiquement verrouillé, mais c'est des éléments qui donnent un axe de différenciation fort. D'autres clients qui sont intéressés par l'argent, mais je vous rappelle que selon les statistiques, c'est 14%, en tous les cas, sur l'étude qui a été menée, de personnes qui sont, dont l'argument argent-prix est un élément déterminant chez eux. Si majoritairement vous avez des clients qui sont déterminés par ça, c'est que vous n'avez pas compris tout ça. D'accord? Vous n'avez pas fait comprendre. Et puis, d'autres, c'est la sympathie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens, vous en connaissez, hein, qui eux, voilà, vous êtes sympa et c'est ça qui va faire la différence, quoi. La boîte est sympa, tout le monde est sympa, ça va faire la différence. Et tu me filmes là. Mais tout à l'heure. Tu pourras ça. D'accord? Donc, c'est une petite méthode mnémotechnique, quand vous analysez vos prospects, de savoir dans quelle catégorie ils se situent, ce qui vous permet d'adapter ensuite la valeur que vous allez amener, que vous allez faire valoir. D'accord? Donc on les a là, on va les retrouver un peu ici, il y a la marque, le statut, la réduction, le statut c'est l'orgueil, mais ça c'est une manière de résumer ça. Ça répond à ta question? Arrêtez de poser des questions parce qu'il est déjà 17h. Vous avez noté là dans les valeurs ce que vous avez proposé, en tous les cas les idées qui vous sont venues, c'est vide. Il n'y en a qu'un seul qui a marqué la main. Allez-y, post-it. Marketing, mais qui est très puissant. C'est un client qui a acheté une fois chez vous, c'est encore un prospect. S'il n'a acheté qu'une prestation, c'est encore un prospect. Il ne sera autorisé à devenir client chez vous qu'à partir du moment où vous lui aurez vendu une deuxième chose. Vous voyez l'esprit? Trop d'entreprises dépensent un maximum d'énergie pour aller chercher les clients, ils vendent et ils passent à un autre prospect. Ils dépensent une énergie et un argent incroyable et on a un effet de levier majeur à faire travailler les clients. Ça nécessite de comprendre qui ils sont, de comprendre ce dont ils ont besoin, d'aller jusqu'au bout du bout et ça toute la vie. D'accord? Donc c'est dans cet esprit-là que je vous propose de passer ça en revue. Parce que le nombre de transactions réalisées avec vos clients est important, il y a une stratégie pour ça, la valeur moyenne, ça va faire monter aussi dans la vie. Allez-y. Donc on va mettre en œuvre que tu sais déjà que tu veux faire rien. Voilà, je crois que c'est pas la peine de rajouter encore beaucoup plus. Je vais revenir un peu sur le point par rapport à ce que la spécificité de la cible se fait une réputation avant de pouvoir élargir. Oui, l'important d'être très 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 bon sur une cible et la réputation va exploser, va rayonner sur tout le reste. Vous avez compris le truc. Vas-y. Bah, c'est la même chose en fait. Finalement, oui, parce que c'est pour vous. Ah oui. Il est pas qui? Non, je.